Eh bien écoutez, bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Ce sont les vœux à la presse, donc je vous souhaite évidemment une excellente année 2022. Et on vous accueille aujourd'hui dans ce qui sera le nouveau siège national d'Europe Écologie Les Verts et siège régional d'Europe Écologie Les Verts Île-de-France. D'ici quelques semaines, on s'installera ici avec pour objectif de continuer à faire progresser l'écologie politique. C'était anciennement l'Argus et Le Bon Coin. Et c'est clairement Le Bon Coin écolo, puisque c'est dans cet arrondissement, un des deux meilleurs arrondissements de Paris, qu'on fait nos meilleurs scores. Et donc on est bien content d'enfin avoir à nouveau des locaux qui peuvent accueillir des formations, des événements. Pour nous, c'est extrêmement important. En fait, on a connu de telles difficultés dans le passé, de telles difficultés, que vraiment on savoure ces indicateurs, différents indicateurs qui sont au vert pour l'écologie, dans l'opinion publique, et puis en amont de ces deux élections cruciales, la présidentielle et les législatives. Et évidemment, on pense à toutes celles et ceux, écolos, avant nous, qui ont porté ces sujets majeurs dans la douleur, dans la difficulté, sous les humiliations, les menaces, en se sentant parfois très seuls, et ça nous motive évidemment encore pour porter plus haut le flambeau de l'écologie politique. Je vous adresse tous mes vœux de liberté, de santé et de bonheur, de liberté en particulier pour vous les journalistes. En particulier en cette année d'élection, je vous souhaite de pouvoir exercer votre métier librement et que cesse enfin ce climat de méfiance et de violence à l'égard des journalistes. Dans le monde évidemment où 45 journalistes ont perdu la vie, mais également en France où de ce que je vois, de ce que je lis et de ce que vous me dites, c'est de plus en plus compliqué de suivre notamment des manifestations. En cette année d'élection, que vous puissiez pleinement faire vivre le débat démocratique. Vous êtes, dit-on, le quatrième pouvoir. À grand pouvoir, grande responsabilité. On compte sur vous. Et je vous souhaite évidemment qu'une présidence écolo puisse enrayer la concentration des médias, que cesse la précarisation toujours plus importante des journalistes, qu'on en finisse avec les procédures bâillons que vous subissez, destinées à vous faire taire, qu'on protège enfin véritablement les sources et que vive pleinement la liberté de la presse. Nous, on respecte votre travail et on sait que vous le faites dans des conditions toujours plus difficiles. Et je ne plaisante pas du tout là-dessus. C'est un appel. Nous, on est vraiment attachés à la liberté de la presse. Y compris parfois la liberté d'être moyen, médiocre, approximatif. Voilà, c'est le jeu. Vous connaissez la phrase « Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Ben, je vous la retourne. Mais on ne plaisante pas avec la liberté de la presse. L'objectif de vos questions, c'est en général de porter la plume dans la plaie et à nous d'y répondre. Et je sais que cette position est de moins en moins partagée dans le champ républicain. Eh bien moi je pense que quand des mouvements politiques vous bloquent, ou dans l'accueil de meetings, ou vous harcèlent en manif ou en ligne, eh bien en fait je n'y vois rien de républicain. Sans liberté de la presse, pas de liberté tout court. Et donc moi j'espère que vous avez subi aucune remontrance, aucune menace, aucune violence de la part d'un ou une écolo. Mais si d'aventure c'est le cas, ou si ça venait à l'être, prévenez-moi. Cette attitude est pour nous rigoureusement incompatible avec l'adhésion à un mouvement écologiste. Que ça soit très clair. Des vœux de santé aussi, on le disait comme ça, évidemment sans y penser. Aujourd'hui c'est le bien le plus précieux, le plus fragile. Et c'est au cœur de nos préoccupations depuis le début de la pandémie. Et des vœux de bonheur. C'est l'enjeu de 2022 pour nous. Changer la vie, et non pas pour revenir à la vie d'avant, mais bien pour tirer les leçons de la crise et faire valoir notre droit au bonheur. Tirer les leçons de la crise, ça veut dire reconnaître que nous vivons au rythme de la pandémie et que ça n'est pas une pandémie liée au hasard, que c'est une syndémie et qu'elle est liée à notre rapport au vivant. Syndémie, c'est quand finalement des facteurs de comorbidité biologiques, environnementaux se conjuguent pour aggraver des situations déjà existantes. On sait que c'est les travailleurs précaires. Cette maladie, elle ne touche pas tout le monde de la même manière. Elle est politique, elle touche plus les pauvres, les travailleurs précaires, les personnes en situation d'obésité, qui est une maladie de pauvres, ou les seniors isolés. Et on sait aussi que ces zoonoses sont la conséquence de notre rapport au vivant, de la prédation à l'égard du vivant, de la destruction des espèces protégées, de leurs habitats, du trafic d'animaux sauvages ou de l'élevage intensif. Et donc on doit y voir une alerte. C'est celui d'un monde que nous maltraitons depuis si longtemps et qui génère cyclones,
sécheresse, inondations, températures dingues, canicules d'hiver et des pandémies. L'histoire du Covid, en fait, c'est un crash test mondial. On sait que le dérèglement climatique est porteur de catastrophes et pour nous en protéger, rien n'est fait. C'est un peu comme dans le film Don't Look Up, l'alerte qui vient, que tout le monde connaît, et comme dans ce gouvernement, le déni. Le déni de la crise climatique, qui pourtant ne peut plus être ignoré, le déni de la libération des brevets. Nous insistons toujours et encore dessus. Sans libération des brevets, sans vaccin générique, il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tient la route, c'est pas vrai. J'ai moi-même attrapé le Covid fin décembre, heureusement quasi asymptomatique, bénin, de grande fatigue. J'ai attrapé le Covid fin décembre d'un variant qui a émergé un mois plus tôt seulement en Afrique du Sud. Et donc il n'y a pas de stratégie vaccinale, vous pouvez multiplier toutes les doses que vous voulez, il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tienne la route, c'est une hypocrisie monstrueuse si, comme le fait la France, vous ne libérez pas les brevets, comme le fait la France, s'agite en coulisses pour retarder le moment où on libère les brevets et où on permet à l'ensemble de la population de bénéficier d'une réelle protection. Si vous laissez des poches de pauvreté, des populations immunodéprimées au Mexique, en Afrique du Sud ou ailleurs, vous n'aurez pas de stratégie vaccinale qui tienne la route. Le déni du respect de la parole donnée, évidemment, à la Convention citoyenne pour le climat ou pour tout ce qui touche, évidemment, au climat, à la biodiversité, à la sauvegarde du vivant. Et devant ces renoncements, ces reculades du gouvernement, nous, on se tient prêts à exercer les responsabilités. C'est le cœur de mon message. Nous sommes prêts, nous sommes prêtes. Nous avons préparé cette élection avec sérieux, comme on l'avait fait pour les élections européennes, pour les municipales, pour les régionales, pour les départementales. L'écologie n'a pas besoin de béquilles, ne peut pas être diluée. Elle bénéficiera de la clarté, de la force, de la cohérence et de la constance. En particulier, la constance de son candidat Yannick Jadot. Il est soutenu par un large rassemblement, on en est très très fiers. C'est le vainqueur d'une primaire qui a rassemblé plus de 100 000 personnes. Il aura les signatures, c'est encore en cours, il aura les signatures pour se présenter. On a les fonds pour faire campagne. C'est celui qui porte nos campagnes, et nos couleurs et qui va nous faire gagner. On est en ordre de marche pour la présidentielle et législative. En fait, on a commencé déjà à mettre en œuvre les propositions écologistes. En tant que secrétaire national, moi je suis très fier, très très fier de la dynamique dans laquelle nous sommes. Après la percée des européennes, 3 millions de voix, on a remporté de nombreuses victoires aux municipales et on a ancré le vote écologiste au régional et au départemental. Ça se traduit par x2 sur le nombre d'élus européens et européennes, régionales et départementales, x3 sur le nombre d'adhérents et d'adhérentes, je parle sous le contrôle de nos trésoriers et trésorières, x7 sur les participants et les participantes à la primaire, et x8, excusez du peu, sur le nombre de villes de plus de 100 000 habitants et habitantes. Et peut-être surtout, quand les autres sont divisés, hein, vous avez 2 candidatures d'extrême droite, 2 candidatures de droite, je ne sais pas combien de candidatures à gauche, il n'y a qu'une seule candidature écolo. On a un parti solide et uni, et mieux, un rassemblement cohérent. On a élargi en rassemblant 3 listes qui étaient séparées aux élections européennes, celle évidemment de Yannick Jadot, celle de Benoît Hamon, celle de Delphine Batho. Et on commence sur le terrain à voir aboutir les projets des mairies écologistes. C'est le revenu de solidarité à Lyon, c'est la régie publique de l'eau à Lyon ou à Bordeaux, c'est bien sûr le vélo et les transports publics un peu partout, c'est les vacances pour tous à Poitiers. Donc on en est fiers. Et comme vous ne le dites pas souvent, eh ben, je me permets de le dire pour vous. Et pour la première fois, on est attendu. Et je le lis d'ailleurs souvent dans vos commentaires en disant pourquoi vous n'êtes pas aussi haut. Bien, moi, je veux y voir au revers le fait que jamais on n'avait été attendu aussi haut. Que l'écologie politique compte désormais sur l'échiquier politique et que finalement tout le monde, et y compris vous-même, ressentez qu'il y a une forte attente dans la société autour de l'écologie. Là encore, c'est Don't Look Up. Personne n'a eu besoin de faire les sous-titres à personne pour que tout le monde comprenne qu'il s'agissait de dérèglement climatique. C'est un autre de ces nombreux signaux faibles. Il y a une enquête de l'Institut Pline, je crois, il y a une semaine ou 10 jours, qui montrait que dans les bonnes résolutions des Françaises et des Français, 4 des 5 premières étaient écolos. C'était réduire, trier les déchets, faire des économies d'énergie, lutter contre le gaspillage alimentaire et même moins prendre l'avion. Ce n'est pas ces gestes seuls qui suffisent, mais ça dit quelque chose de la société.
qu'on est attendu, on est prêt, on sera là. Et c'est cette campagne qui permettra de transformer l'attente en débouché dans les urnes. Il n'y a plus que 3 projets sur la table, je crois vous l'avoir déjà dit. Réactionnaire, conservateur, progressiste. Réactionnaire, c'est la France repliée sur elle-même, qui a peur de tout et de tous, le spectre de la guerre civile, et l'Algérie française et les femmes à la maison. Les conservateurs, c'est, comme Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron, tout changer pour ne rien changer. Le statu quo, le conservatisme au service de la finance, un système qui broie et les humains et la nature. Et puis le progressisme, l'écologie, la réponse, le projet d'avenir, celui qui protège, qui répare, qui prépare pour que nos enfants puissent vivre dignement. C'est l'écologie qui peut être le projet qui fédère quand l'extrême droite tente de disloquer le pays. Et donc pour ça, on a une bannière commune pour la présidentielle, pour les législatives, c'est l'écologie. Pour nous, il faut accueillir toutes les personnes qui veulent grossir les rangs de l'écologie. Je parle bien des personnes, et pas forcément des différents mouvements, parce que l'écologie appartient à tout le monde. Et on doit en particulier la rendre aux plus pauvres, qui en ont été privés, et qui sont les premières victimes des injustices environnementales. C'est Thomas Sankara qui disait, en gros, on doit choisir entre le champagne pour tous et une planète habitable, pardon, le champagne pour quelques-uns et une planète habitable pour tous. Ça vaut aussi avec les vols en orbite ou autres. Nous, notre enjeu dans cette campagne, je ne sais pas si vous connaissez l'Après-M, c'est un restaurant McDonald's à Marseille qui a été réquisitionné par des salariés et puis qu'avec les riverains et des associations, ils l'ont transformé en restaurant solidaire d'insertion professionnelle. Donc le slogan McDo, c'est « Venez comme vous êtes ». Eux, ils ont inversé, c'est « Comme vous êtes, venez ». Et voilà ce que nous disons à toutes celles et ceux qui veulent que le système change. Comme vous êtes écolo, venez. Comme vous êtes solidaire, venez. Comme vous êtes antiraciste, venez. Comme vous êtes féministe, venez. Comme vous êtes humaniste, venez. Enfin, ce que je nous souhaite pour terminer, et ça s'applique pas mal à la question du commentaire ou de l'action politique, c'est ce conseil de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Tous mes vœux. Et ce serait compliqué de ne pas prendre de questions, évidemment, après vous avoir souhaité liberté. Petit point technique pour les questions, on va vous demander de parler bien dans le micro qu'on va vous passer, enfin que je vais vous faire circuler, pour que les gens sur Zoom entendent bien la question et la réponse. Ça fonctionne ? Bonjour. Bonjour. Julie Caria du Monde. Ce texte vivant, c'est le programme du pôle écologiste. Est-ce qu'il n'est pas signé par Génération Écologie ? Pourquoi ? Alors, donc on vous invite à le consulter. C'est la contribution de différents partis à la campagne présidentielle. Donc vous n'y trouverez pas de contradiction majeure. C'est un travail qui a été coordonné en particulier par François Thuellet, qui est là au fond, et Sophie Taillé-Polian, et d'autres évidemment. Nos commissions thématiques, des rencontres avec des scientifiques, des experts et expertes, citoyens et citoyennes, la société civile. C'est issu aussi du socle programmatique, en cohérence, on va dire, avec le socle programmatique qu'a sous-tendu la primaire qu'on a organisée. Et donc, il nous semble important de le mettre au débat avant la présentation du projet présidentiel par Yannick Jadot le 29 janvier. Bonjour, Bonjour. Romain Cluzel de RMC. Vous avez parlé des parrainages qui, a priori, sont en bonne voie. Vous dites, est-ce que vous pouvez nous donner un point un peu plus précis ? Et pour prolonger cette question, on a eu hier Jean-Luc Mélenchon qui réclame un changement de règles justement sur ces parrainages. Est-ce que vous soutenez cette démarche de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que pour vous, il faut assouplir, rendre plus simple ces règles de parrainage ? Alors, je ne vous donnerai pas le décompte exact. On continue, nous, de collecter ces parrainages. On prend ça avec extrêmement de sérieux. C'est un obstacle, clairement. Hein. C'est un enjeu majeur. Et on y travaille d'arrache-pied depuis maintenant, dès avant la primaire, en fait. Donc, c'est en bonne voie, mais on continue parce que, en particulier, les règles ont changé
Désormais, à l'époque, on pouvait collecter ici, entre guillemets, les parrainages et les amener directement au Conseil. Et désormais, moi, élu, je vais recevoir le formulaire très officiel à la maison ou à la région. Et c'est moi qui dois le renvoyer. Donc c'est plus compliqué de suivre. Donc on a vraiment besoin de sécuriser. Et donc c'est encore un travail qu'on va mener tout janvier et tout février. Je crois qu'effectivement, on a besoin de filtres pour la présidentielle, clairement. Et je ne suis pas sûr que désormais ce soit le bon. Voilà, je vais vous dire comme ça. Dans le cadre global de la refonte de nos institutions, on a besoin d'un filtre parce que voilà, les élections présidentielles, la présidentielle, c'est une élection sérieuse. Désormais, on sait qu'il y a moins de 25% des maires qui donnent, que, en particulier dans les petites communes, bien, quand vous faites un conseil municipal, c'est en général pour vous éviter des bastons inutiles. Savoir qui parrainer ressemble à une baston inutile. Hein, si vous avez voilà, quelqu'un qui s'intéresse plutôt à la droite, aux écolos, je sais pas quoi, l'enseignant, le médecin, des personnes de bonne volonté qui ont fait une liste commune pour gérer la mairie, vous n'avez pas envie de vous battre sur tel ou tel sujet. Et par ailleurs, les communautés d'agglomération ont aussi renforcé une pression sur ces signatures. Donc, en tendance, depuis les dernières règles, le nombre de parrainages en général baisse. Et donc, ça peut, d'obstacles nécessaires, devenir un verrou. Et ça, c'est problématique. Oui, Laurence Perron pour France Inter, vous disiez porter le fer dans la plaie. Si on parle de la campagne de Yannick Jadot, c'est pas que des commentaires de journalistes. Enfin, en tout cas, on est tous assez unanimes pour trouver que cette campagne, elle n'est pas très ébouriffée, elle n'est pas très ébouriffante, elle n'est pas très enthousiasmante. On peut le constater sur le terrain. Et donc, pourquoi, alors que c'est pareil, c'est pas encore une aspiration de journaliste, s'exprime dans le pays la volonté d'une candidature commune portée aujourd'hui par 300 000 signatures avec la primaire populaire. Si Yannick Jadot est si sûr, et si votre parti est si sûr de votre force motrice dans ce camp progressiste et écologiste, pourquoi ne pas tout simplement accepter de participer? Bonne question. En plus, c'est la première fois qu'on me la pose, donc c'est même pas la première fois en 2022. Mais avant, je vais vous souhaiter, j'ai oublié, des vœux de patience. Des vœux de patience pour suivre les différents protocoles sanitaires, notamment à l'école. C'est parce que j'ai peur qu'avec différentes questions, il est possible que des questions sur l'union, soi-disant union de la gauche ou soi-disant socle commun, obèrent la capacité à parler des différents sujets de fond. Des fois ça arrive. Donc juste un mot sur le protocole sanitaire. Il y avait Emmanuel Macron qui disait « Soyez fiers d'être des amateurs » et j'ai l'impression que Blanquer a poussé la résolution un peu loin. Là. Il y a une grève le 13 janvier, nous appelons à y manifester et nous soutenons également l'initiative de la FCPE à cette journée blanche. Et en vrai, je ne comprends pas la bienveillance, la mansuétude dont bénéficie ce ministre amateur, pour le coup, amateur en chef, qui bricole des colloques douteux et finance des syndicats encore plus factices. Donc on a le tout pour terminer de pondre des protocoles ingérables et de les confier dans un plan marketing à un média sur abonnement plutôt que de les envoyer directement aux enseignants. Donc on a un vrai problème et je voulais en dire un mot avant de vous répondre par le menu sur cette affaire de primaire dite populaire. Parce que c'est vrai qu'on en a peu parlé et on vous a peu expliqué les raisons de pourquoi elle n'est pas. Oui, alors la campagne, elle n'est pas assez punk, c'est ça? Elle n'est pas assez punk, elle est... Alors, il n'y a pas de campagne véritable. Il y a une campagne introductrice. Déjà, nous sommes en campagne. Vous connaissez l'histoire de la campagne que vous devez forcément tout le temps relancer. Quand Valérie Pécresse fait une sortie sur le Karcher, c'est en vérité pour masquer la profonde division de son camp sur le pass vaccinal. Hein, ils ont fait un tiers abstention, un tiers pour, un tiers contre. Que vous soyez happé par la diversion, c'est un sujet, mais ce n'est pas le nôtre. Quand le président de la République s'emploie à emmerder les Français et les insulter, la diversion fonctionne. Mais c'est aussi pour masquer un profond échec. Sa majorité lui a fait défaut sur un vote crucial à 3 mois de l'échéance présidentielle.
embêtant. Et évidemment, ils voient la droite, la remontada de la droite, si je me permets, en cours. Et donc, moi, j'analyse plutôt ça, c'est le calme des vieilles troupes ou quoi, mais comme en fait une fébrilité. Eh bien, nous ne sommes pas fébriles. Voilà. Donc Yannick Jadot poursuit sa campagne. Le 19 janvier, il n'a pas à la relancer, vous voyez, pour le dire comme ça. Il poursuit sa campagne. Le 19 janvier, notamment, il aura l'occasion de répondre au Parlement européen à Emmanuel Macron. Nous organiserons une rencontre publique le soir à Strasbourg. Et le 29 janvier, il présentera son projet. D'ici là, il y aura d'autres rendez-vous. La grève, évidemment, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. La mobilisation des SAM, la fonderie en Aveyron, qui illustre bien le fait que l'absence d'État stratège condamne en fait toute possibilité de réindustrialisation, de relocalisation. Nous aurions mis des conditions au soutien à Renault, Renault principal client de cette fonderie et qui a décidé de l'abandonner. Donc on soutient évidemment les ouvriers qui montent à Paris, je crois que c'est devant Bercy, ça c'est jeudi. Et vendredi, il y a un référé liberté sur un sujet majeur, le CBD, qui a été interdit. Donc voilà, Yannick Jadot est en campagne et on n'a pas besoin de relancer la campagne ou de répondre par fébrilité. Maintenant, pour ne pas esquiver la question à laquelle on n'a jamais répondu, la petite question nouvelle là sur la primaire populaire. On fait une primaire que si vous acceptez le verdict. Et moi, je ne vais pas faire campagne derrière le PS. Je vous ai dit tout 2021, il y a un plan A, c'est une candidature de l'écologie, et il n'y a pas de plan B. Donc on déroule le plan A. On n'a plus le temps. Si parce que là, c'est la primaire des socialistes et apparentés. Moi, ça ne me concerne pas. Si ça fonctionnait, je pense que François Hollande aurait pu se représenter. Voilà, ça résume un peu l'impasse actuelle. Non seulement ça ne gagne pas la présidentielle, mais si d'aventure, par extraordinaire, ça gagnait, on sait comment ça se finit. À choisir entre l'écologie et la justice sociale, on finit par faire ni l'un ni l'autre. C'est des renoncements. Et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Voilà. Décennie du climat et pays qui se disloquent sous le coup des inégalités, on n'a plus le temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le projet soi-disant commun. Ils ont bricolé, moi je n'ai rien contre les gens qui bricolent, ils ont bricolé un projet soi-disant commun. Je dis vraiment, ça ne me dérange pas. Les gens ont le droit de bricoler un projet pour la présidentielle. Simplement, cela ne nous concerne pas. Ils ne respectent pas les accords de Paris. Que voulez-vous qu'on y fasse dans cette affaire? Les préconisations en matière de lutte contre les discriminations sont moins disantes que celles du défenseur des droits. En quoi ça nous concerne? Si c'est pour ne pas, à nouveau, mettre en place le récépissé contre les contrôles aux faciès, par exemple, à quoi ça nous sert? On a découvert d'ailleurs, en fouillant un peu, que ça prévoit, parce que du coup j'ai regardé ce que c'était, ça prévoit d'augmenter les cotisations retraite. D'où? En quoi c'est ça la solution pour la justice sociale dans ce pays? Et je n'ai pas vu de mots particuliers sur l'Europe. En quoi sommes-nous concernés? En fait, ce projet soi-disant commun, que personne n'a endossé, c'est le bilan de François Hollande. Je ne suis pas concerné. Troisième point. Je peux en faire autant que vous voulez. La politique autrement. Moi, je ne sais pas ce que c'est la politique autrement. Je sais ce que c'est la politique correctement. Vous mettez des avis, vous les faites voter. La candidature de Yannick Jadot, c'est un processus, je dirais une demi-douzaine de votes. Vous allez avoir le congrès, 3 ou 4 conseils fédéraux, l'inscription à la primaire, les 2 votes à la primaire, qui à chaque fois disent qu'il faut une candidature écolo, et on a dû le ratifier depuis en conseil fédéral. Donc, vous voyez, vote, adhésion, réadhésion, répété, réitération, et à chaque fois, on ajuste pour prendre en compte les avis de nos mandants et mandantes, les adhérents et les adhérentes écolos, et au-delà, les sympathisants et sympathisants. Ça, c'est la politique correctement. Politique autrement, j'ai pas compris. Politiquement correct, c'est pas terrible. Ouais, par exemple. Mais
On a mis en place sur un site internet le nom de personnes sans leur accord. Je sais que Benoît Hamon et Arnaud Montebourg avaient demandé à être retirés. Ça a été refusé. Moi, je ne sais pas si c'est ça la politique autrement. C'est pas correct. Les règles de cette soi-disant primaire, désormais c'est une investiture, ont changé je ne sais pas combien de fois au gré des intérêts et des calendriers. À ma connaissance, personne n'a été ni même sondé là-dessus, en tout cas pas consulté. Même chez LREM, ils font des votes de temps en temps pour donner le change. Mais là, non, c'est pas correct. En tout cas, c'est pas la politique autrement. Donc ils ont basculé du primaire à investiture. Moi, j'apprends ça comme vous. Bon, très bien. On n'est pas beaucoup plus concernés, mais enfin, voilà. Dans les discussions qu'on a eues, parce qu'on voulait quand même maintenir un lien, les législatives ont été abordées. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Hein. Vous avez à côté de vous Hélène Hardy et non loin Léa Balage, El Mariki, qui sont nos délégués aux élections, qui sont en charge des discussions avec les législatives, avec les présidentielles. Discussion n'est pas négociation, mais enfin voilà, on échange évidemment. Mais à ma connaissance, ils n'étaient pas mandatés. Voilà. Ça, c'est pas correct non plus. Voilà. Moi, je suis tout à fait prêt à discuter avec les personnes qui me disent comme eux, il y a 163 circonscriptions qui peuvent basculer, on veut pousser 60 candidatures. Moi, parfait. Mais simplement, à ma connaissance, ils ont été mandatés par personne. Si c'est ça la politique autrement, c'est pas la mienne. Quatrième point, là, de ce que je comprends de la configuration, qui encore une fois ne me concerne pas, loin de rassembler, ça pourrait déboucher sur une nouvelle candidature. Je ne sais pas laquelle, je ne connais pas le projet, mais c'est concept. Voilà. Et puis, cinquième point, et de manière plus grave, cette injonction antidémocratique à l'Union me pose un vrai problème. Je l'ai dit et je le répète souvent, les écolos ont porté dans le désert des sujets majeurs sans rencontrer, on va dire, l'adhésion de la population. C'est les écolos, Alain Fousseret, qui parle du dérèglement climatique en 1989, avant le premier rapport du GIEC en 1990. Je ne parle même pas de Solange Fernex en 1979. C'est François Veilleret qui parle des perturbateurs endocriniens à la fin du siècle, alors que la définition scientifique des perturbateurs endocriniens, c'est 10 ans plus tard. Si, au nom de l'unité, on avait dû ne pas se présenter, enfin, où on en serait aujourd'hui? C'est vraiment scandaleux. Je dis, moi, je respecte le choix de chacun et chacune de se présenter selon les règles, comme on les a discutées, qui peuvent d'ailleurs évoluer. Mais si les communistes veulent porter un projet, qui suis-je pour leur interdire? Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ça retire du choix aux électeurs et aux électrices. Il y a des gens qui veulent voter communiste, c'est leur droit. Pourquoi, au nom de quoi, on organiserait la réduction de l'offre, l'assèchement de l'offre? Il y a des gens qui veulent voter remontada, qu'ils y aillent. Il y a des gens qui disent, mais le mandat Hollande, c'était super, j'en veux encore, mais allez-y. Vous voyez, ça n'est pas notre projet. Et j'ai trop d'égards. Enfin, en 2012, nous avons présenté un projet, et bien peut-être qu'on avait raison en avance. Bon, très bien. Fort heureusement, nous avons présenté un projet. Et je note d'ailleurs que quand la gauche a gagné, elle n'était pas divisée, mais il y avait différents projets. Et le troisième point est celui qui m'inquiète le plus, enfin le troisième point de mon 4 ou 5, je ne sais plus, c'est que ça produit de la désespérance, en fait. À raconter que c'est seule l'union qui peut gagner, ça produit de la désespérance. C'est une fausse bonne idée, bien. Il y a des gens sincères, bien. En particulier des jeunes électeurs et électrices qui vont peut-être voter une de leurs premières fois. Moi, une de mes premières campagnes, c'était la campagne d'Eva Joly, j'en ai parlé. On fait 2,32. C'est pas, je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché, quoi. Et pourtant, je crois toujours à ce que disait Eva Joly sur l'éthique, évidemment, sur l'écologie, sur le climat, sur la biodiversité, sur le fait qu'il n'y avait pas de solution militaire en Afghanistan, ou sur le fait que plutôt qu'un défilé militaire, rendre hommage à la société civile, aux soignants par exemple, était une bonne chose. Que des choses qui finalement se sont vérifiées plus tard. Bon, quand on se plante, quand ça ne marche pas au soir de 2012, mais je ne me dis pas la démocratie c'est pourri et les partis c'est naze. Je me dis, bon, voilà, ça n'a pas marché. On va continuer. On va faire différemment un peu. Il faut peut-être que la société, voilà, il faut mobiliser, il faut différemment, mais ça n'est pas contradictoire avec l'esprit même de la démocratie. Si on vous dit que la seule solution, c'est l'union,
et que cette union ne marche pas, pour plein de raisons, et la principale, c'est qu'il n'y a pas de projet commun. Il n'y a pas de dynamique. Enfin, il peut y avoir quelqu'un qui va voter pour je ne sais pas qui, et c'est machin ou machine qui va sortir. Vous ne croyez pas qu'ils vont prendre ses tracts et sa colle pour aller le faire? C'est pas vrai. Il n'y a pas de dynamique commune s'il n'y a pas de projet commun. Donc, à dire que cette seule unité ferait la magie, et que c'est la seule solution, et que donc, puisque cette solution n'existe pas en pratique, il faut bien faire autrement, ça produit de la désespérance. C'est-à-dire que non seulement ça ne marche pas, nous le verrons, enfin on verra, mais en plus, ça peut détourner du vote. Au sens où, du coup, la démocratie, ça ne marche pas. Nous croyons que la démocratie, ça marche. Que ça repose aussi quand même pas mal sur la liberté de la presse, je l'ai dit, et sur le fait de s'organiser. Voilà, il y a ceux qui prédisent, il y a ceux qui improvisent, et bien nous, on s'organise. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, en fait, c'est la primaire des socialistes apparentés. On voit bien qu'ils ont une petite impasse stratégique, parce que la social-démocratie, moi je ne crois pas qu'elle se confonde, qu'elle soit consubstantiellement liée au productivisme et à la recherche de la croissance. Ça peut évoluer demain. Ça nécessite une vraie mue, parce que depuis les 30 Glorieuses, pour aller vite, on compte sur le productivisme dans ce pays, et la social-démocratie en particulier, pour apaiser la situation. Voilà, les fruits de la croissance me donnent suffisamment pour offrir à l'ouvrier et au patron, pour aller vite. Quand il n'y a plus de croissance, ça ne marche pas. Quand il y a de la croissance, ça détruit la planète, et en plus, ça produit des inégalités, comme nous le démontre Oxfam. Donc là, c'est la panne. C'est-à-dire que la croissance, qui était l'alpha et l'oméga de toute politique, en particulier SOSDEM, ou SOS libéral, elle est ni possible ni souhaitable. Donc, compliqué. Si vous faites social-écologie ou écologie je sais pas quoi, etc., en fait, la question très très vite qui vous est posée, c'est soutenez les écolos. C'est simple. Sankara disait, c'est pas en disant le truc du médicament, le nom du médicament que vous guérissez. C'est en prenant le médicament. Le remède, c'est l'écologie. Donc nous, on n'écoute pas les gens qui parlent d'écologie. Je vous invite à écouter et à suivre et à soutenir celles et ceux qui la mettent en œuvre, les écolos. Et donc là, ils sont dans une impasse, parce que dire social-écologie, pourquoi vous ne soutenez pas les écolos? Et dire vive le mandat François Hollande, c'est super, ça rencontrera un public, mais qui n'est pas celui espéré, quoi. C'est pour ça que je liais les deux questions, à celle de l'incarnation du candidat. Ouais. J'ai répondu. Oui. Et puis un sixième point, c'est qu'en répondant, vous voyez, non mais c'était pour la blague, c'est qu'en répondant de manière absolument disproportionnée, je voulais juste illustrer le fait que j'ai pu faire 30 secondes sur le protocole sanitaire. Ça concerne quoi? Pas grand monde dans ce pays, quelques dizaines de millions de personnes. Et de manière disproportionnée sur cette primaire dite populaire et ce socle soi-disant commun, voilà, je voulais faire la petite blagounette. On a un sujet de hiérarchisation, clairement on le sait, de l'information. Ça n'est pas entièrement de votre faute, je l'ai dit, ça dépend aussi de responsables politiques qui préfèrent faire la diversion plutôt que d'assumer leur propre incohérence et contradiction. Mais ça dépend aussi, évidemment, de la presse. Je me souviens début août. Que je lis les deux choses, c'est-à-dire que par exemple votre candidat, confronté à cette question, a des réponses qui sont très clairement pas très audibles, en tout cas pour les lecteurs moyens. Et effectivement, sans doute, il s'adresse aux journalistes. Nous, on a tout à fait compris votre position. En fait, on vous repose la question, parce que dans la manière dont votre candidat fait campagne, dans la manière dont il est interpellé sur ces sujets-là, et ben en fait, c'est comme s'il disait rien. Voilà. C'est pour ça que je liais les deux questions. Je comprends. Mais vous avez le droit. Donc, c'est pas pour faire de la petite politique. Non, mais du tout. C'est que vous avez un candidat qui, aujourd'hui, très clairement, n'imprime pas sur ces sujets-là et qui, du coup, peut laisser justement se faire jour dans les médias cette espèce de ce petit vaudeville qui va durer jusqu'à fin janvier sur alors pourquoi vous y allez, alors pourquoi vous n'y allez pas. Si jamais il avait une parole, entre guillemets, un tout petit peu plus forte ou une incarnation un peu plus forte, et ben clairement on lui poserait pas. C'est-à-dire que Mélenchon, par exemple, on lui pose plus la question. C'est pas la peine. Enfin voilà. Non mais c'est pas parce qu'il nous met des tartes, mais c'est parce que ça y est, on a compris quoi. Ouais. Ok, très bien. Moi, je souhaite que vous puissiez oser poser des questions à notre candidat. Non, mais voilà, je le dis comme ça. On n'a pas envie d'imprimer sur le sujet. En fait, moi, j'ai envie qu'on imprime sur l'humanisme. J'ai l'impression qu'il l'a fait. Ça a été le seul, avec le pape François, mais le pape François n'est pas candidat.
à dire nous devons organiser l'accueil, sinon c'est un naufrage de civilisation. Voilà. C'est là-dessus que moi j'ai envie que notre candidat imprime. Vraiment imprimer sur je ne sais pas quel débat, d'envisager le machin et de faire l'aller-retour, c'est quoi, à La Rochelle et revenir et finalement refaire le tête à queue un mois plus tard, nous n'avons pas, ça ne nous concerne pas. Et donc évidemment, au fur et à mesure de la dizaine de questions que vous recevez, peut se faire jour une certaine lassitude. Moi j'ai pris le parti de vous répondre longuement pour vous dire à quel point on n'est pas concerné. C'est paradoxal. On pourrait dire, il a parlé longuement, ça veut dire qu'il est concerné. Non, c'est parce qu'on nous pose beaucoup la question. Mais en vrai, on a déjà vu ce sketch. C'est la préhistoire, mais si vous vous souvenez, en 2019, on a fait aussi pendant très longtemps, à l'occasion de la campagne des européennes, et nanani, nanana, il y a plusieurs listes, etc. Et il y avait effectivement différentes listes écologistes, et il y avait des listes SOSDM, il y avait des listes communistes, et c'est heureux. Et en fait, c'est aux gens de choisir. S'il y a plusieurs projets, plusieurs candidatures. Et le travail que nous avons fait, et moi j'en suis très fier, c'est que les 3 listes écologistes, parce qu'il y en avait effectivement 3, celle de Delphine Batho, celle de Benoît Hamon et celle de Yannick Jadot, eh bien, sont désormais rassemblées dans la campagne de Yannick Jadot. Je ne suis pour rien dans le fait que le vote ville dure. Il est fait pour durer. Hein, les règles et les dates ont changé. Je crois que c'était à un moment c'était juin, puis c'était octobre. C'est fait pour durer. C'est malheureux. On fait malgré ça. Je vais vous paraphraser, Florent Tardif, pour CNews. Vous avez dit la présidentielle est un sujet sérieux. Vous déplorez quelques diversions justement dans cette campagne, des débats parfois stériles entre les candidats, et notamment à gauche. On en a eu l'exemple encore hier avec ces propos tenus par Fabien Roussel sur la bonne viande, le bon vin qui est signe d'une gastronomie française. Est-ce que vous déplorez justement que les candidats ou les personnalités de gauche qui appartiennent, pour ne pas citer Sandrine Rousseau par exemple, et qui supportent certaines candidatures, participent justement à ces débats de diversion et qui ne traitent pas de sujets de fond auxquels sont confrontés les Français aujourd'hui? En fait, Fabien Roussel traitait un sujet de fond. Et il a parfaitement raison. Moi, je déplore, comme lui, le fait qu'il y ait 8 millions de Français à l'aide alimentaire. Donc après, il l'a dit avec sa manière. Qui est contre un bon vin? Il y a des gens qui ne boivent pas, c'est Dry January, je vous invite chacune à essayer. Et il n'y a pas de raison de s'insulter pour autant. Et nous appelons à la réduction de la part carnée dans l'alimentation, pour le dire de manière techno. C'est pas une injonction, on pense que c'est bien. Développer l'alternative végétarienne quotidienne, notamment dans les cantines, c'est en fait précisément aussi une question d'éducation au goût. Hein, il y a des millions de Français et Françaises qui ont grandi avec le fait que s'il n'y a pas de viande dans un repas, c'est pas un vrai repas. Ça, c'est très difficile de s'en départir. Même moi, je lutte contre ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on propose le bio et l'alternative végétarienne dans les cantines. C'est aussi pour ça qu'on le met en œuvre, parce que c'est une éducation. Et ensuite, vous choisissez. Et après, qui est contre un bon fromage, moi j'aime pas ça. Mais je vais pas vous dire que ça fait de moi un mauvais Français. Voilà. Il y a plein d'autres raisons pour l'être. Et puis une fois qu'il a fait cette provoque, il n'y a pas de raison de lui tomber dessus. Voilà. Donc c'est pour le coup, par contre, problématique que cette mousse, effectivement, obère les vrais sujets. Parce que oui, 8 millions de Français et Françaises à l'aide alimentaire, c'est un fiasco de ce gouvernement. Un fiasco, c'est une honte. En fait, il ne devrait même pas être capable de se représenter. Si ce n'est pas garantir à chacune les moyens de sa subsistance. Les étudiants et étudiantes qui font la file, comment ça se fait que Vidal, la ministre, merci, trop vu Baron Noir, la ministre Vidal soit encore en poste, en vrai? Enfin, dans quel pays des ministres avec des bilans aussi médiocres sont encore en poste? Enfin, c'est fou. Les étudiants et étudiantes. Alors nous proposons, vous le découvrirez dans le projet, la sécurité sociale alimentaire, le fait de garantir à chacune un chèque, une somme pour pouvoir se nourrir correctement, d'avoir accès à des produits de qualité, locaux, de soutien à l'agriculture paysanne. Voilà. Chacune propose ses différentes solutions. Yannick Jadot insiste pas mal il a raison, sur la réduction de la TVA sur les produits qui nous font du bien, on va dire comme ça. Les produits bons et qui nous font du bien. Donc
la bio, évidemment, ou les produits réparables, ceci, cela, qui font du bien et qui font du bien à la planète. Mais oui, effectivement, c'est ça, les sujets que nous devrions aborder. Et moi, je remercie Fabien d'avoir mis ce sujet sur la table. Stanislas Noyer, journaliste indépendant ou pigiste précaire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu victime aujourd'hui des mots antérieurs des écologistes que vous avez cherché à peu effacer? Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui trop sérieux? Est-ce que vous ne manquez pas un peu d'audace? Vous parliez tout à l'heure de ceux qui avaient été des précurseurs chez les écologistes. On a le sentiment aujourd'hui que vous gérez, alors effectivement, un risque de plus en plus grand, de plus en plus perceptible par le plus grand nombre, mais on a parfois le sentiment que vous n'apportez pas justement d'espérance. Ah, j'aurais payé pour avoir cette question. De punk, comme vous disiez tout à l'heure. Mais de punk, ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous portons les mêmes propositions. Les convictions n'ont pas bougé. Mais la société les accepte tellement mieux, tellement plus, que finalement, ça paraît presque banal. La légalisation du cannabis. C'était dur, en 2012. C'était pas évident. C'était déjà vrai. Le fiasco de la politique pénale qui faisait que les policiers perdaient un temps fou sans garantir en rien la prévention à l'égard des mineurs. Parce que oui, le cannabis abîme le cerveau et le cerveau finit de se développer aux alentours de 18-20 ans. Et donc oui, il faut l'interdire aux mineurs. Et c'est pas avec cette prohibition qu'on y arrive, mais comme avec l'alcool, en légalisant pour garantir la prévention. Bon, c'est pas évident à raconter, c'est contre-intuitif. Nous le disions déjà, Cécile Duflot l'a expliqué, je crois, dans une chronique. Aujourd'hui, c'est largement accepté. Le droit de mourir dans la dignité, pareil. Même Jean-Baptiste Moreau. Le nucléaire. Qu'est-ce que Eva Joly n'avait pas pris dans la figure sur le nucléaire? Aujourd'hui, vous avez un quart des centrales à l'arrêt. Donc forcément, la question se pose. Le prix est en train de doubler, celui des renouvelables plonge. Donc hormis les quelques rageux qui, dès que vous prononcez le mot nucléaire, sont là, gna 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 gna, en fait, la question se pose. Vous avez un EPR qui coûte 7 fois plus cher qu'annoncé. Quand nous disions que c'était pas raisonnable, pas sérieux, 3 ans après son lancement, les gens disaient attendez. Quand Thomas Pickman, le directeur financier d'EDF, démissionne plutôt que d'avaliser la création de 2 EPR à Hinkley Point, Thomas Pickman, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas ce qu'il vote. Il est directeur financier et il démissionne parce qu'il dit ça va tuer EDF. Bon, en fait, vous voyez, et évidemment sur le dérèglement climatique, sur les pesticides, sur le diesel, sur tous les sujets, en fait, malheureusement, nous aurions écouté les écologistes plus tôt, nous n'en serions pas là. Et donc, en fait, c'était les signaux faibles ou cette profonde adhésion. Et alors, je ne parle même pas de... c'est évidemment beaucoup grâce à la désobéissance civile dès le 214, mais sur la condition animale, bien-être animal. Rappelez-vous, parler de bien-être animal en 2005, 2006 ou je ne sais pas quoi. C'est évidemment pour un guignol. Aujourd'hui, c'est très très largement accepté. Alors des fois ça fait des polémiques comme avec Fabien, mais la question des animaux reconnus comme des êtres sensibles et qu'il s'agit désormais de protéger, elle fait partie intégrante du débat public. L'écologie est centrale. Ça répond un peu? Je suis d'accord avec le constat, mais ça ne me dit pas la part justement d'innovation. On a l'impression que vous avez perdu au passage votre élan. Non, parce qu'on on est prêt à le mettre en œuvre. C'est-à-dire que dans le même temps, vous avez une sorte d'acculturation du monde politique qui a été obligée de reprendre au moins les mots. C'est la droite qui parle de vélo. Elle ne le fait pas, mais elle en parle. Ou qui dit qu'il faut défendre les abeilles. Mais après, par contre, évidemment, c'est les premiers et premières à réintroduire les néonicotinoïdes. Vous avez même Valérie Pécresse qui vous dit « je veux 6 EPR », puis quand vous lui demandez si on les met à Versailles, à Saclay, en Essonne ou je sais quoi, qui dit « ah non, pas en Ile-de-France ». Voilà. Donc cette acculturation fait que tout le monde parle d'écologie, c'est ce que disait Sankara, mais l'enjeu c'est pas de parler du médicament, mais de le prendre. Et pour ça, il faut des écolos au pouvoir. Oui, bonjour, Raphaël Proust, l'opinion, pour revenir sur la covidentielle, le Covid et la présidentielle.
Non, mais il y a une réunion en ce moment là Ouais. pour voir si on peut trouver des règles communes entre le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et les candidats. Mais au-delà de ce que vous allez proposer, est-ce que vous craignez pas finalement que la campagne se centre là vraiment dans les médias, en fait, les médias audiovisuels, par les débats télévisés, à cause de l'impossibilité de faire une vraie campagne, à base de meetings, etc. Et si oui, est-ce que vous attendez peut-être que voilà, il y ait des règles du jeu ou des contraintes, peut-être pas des contraintes, mais voilà, que tout ça soit un peu plus clarifié si on part sur une campagne qui est essentiellement à travers la presse et les médias. Oui, c'est Sandra Rogoll qui nous représente à l'étage dans cette réunion. Nous, évidemment, mais Yannick Jadot l'a dit, on sera exemplaire dans le respect des consignes sanitaires, dans la lutte à notre niveau contre la contamination et la propagation. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas des meetings à plein, etc., mais des rencontres ou à plus petit format. En vrai, dans le débat public, que la santé soit au cœur du sujet, en fait, ne nous gêne pas. Au contraire, bien au contraire. La santé et l'écologie sont consubstantielles. La santé, nous, on considère qu'il n'y a qu'une seule santé, la santé des écosystèmes, de la faune, des êtres humains, qu'il y a besoin de vacciner les Sud-Africains pour que moi, de manière très égoïste, j'échappe à de prochains variants. Donc, évidemment, la santé, c'est l'écologie, et moi, ça ne me dérange pas qu'on en parle beaucoup. En vrai, dans le débat, ce qui empêche plutôt de faire campagne, c'est plutôt le sketch qu'on a eu là sur la primaire dite populaire. C'est plutôt ça qui évite ou empêche de véritablement se concentrer sur des sujets majeurs. La santé en fait partie. Et pour notre part, on considère aussi que, je l'ai dit, en fait, cette pandémie n'est pas une maladie qui touche au hasard, c'est une syndémie, c'est une maladie politique, une maladie qui touche différemment les riches et les pauvres, pour le dire comme ça, et qu'elle provient de notre rapport au vivant. Et donc, nous, on compte sur la campagne, au sens des débats, de discussions entre les proches, des débats télé, évidemment, pour que monte dans l'opinion, puis dans l'intime de chacun, le fait que, en fait, nous sommes touchés par cette pandémie du fait de notre fonctionnement, du fait de ce système climaticide et libéral, et je l'ai dit, qui broie les humains et la nature, de notre rapport au vivant, pour aller vite. Et que donc, le virage, le changement nécessaire, c'est l'écologie. Et si ça, c'est un des enjeux de la présidentielle, eh ben, je m'en réjouis. Ça veut dire que dans l'isoloir ou en amont, à la lecture des professions de foi, chacune puisse se dire, tiens, très bien, au-delà de la mesure un peu slogan ou gadget, quel projet peut me protéger de ce crash test, comme je l'ai appelé. La pandémie, des inondations, de la sécheresse, de la guerre de l'eau, du renchérissement des fruits et légumes, parce que nos agriculteurs ont subi tel ou tel aléa qui s'est multiplié. Vous voyez, si la question de la présidentielle, c'est ça, quel projet pour nous protéger? Eh bien, la réponse, c'est l'écologie. Donc moi, je m'en réjouis. S'il n'y a plus de questions, merci à vous.